retourne refaire sa vie dans les Laurentides sous une identité, une nouvelle identité. Il se fait passer pour un fils d'immigrants hongrois et se fait appeler Mario Dugré. Puis avec le numéro de téléphone, on a vérifié avec le FBI, puis ils nous ont confirmé qu'effectivement, ce numéro de téléphone-là, c'était chez la mère de John Kindler. Fait qu'à ce moment-là, on était certain qu'il était où il avait été dans le secteur. Les policiers apprennent aussi qu'il a changé son apparence. Kindler porte maintenant des petites lunettes. Pendant toute cette cavale, Kindler peut compter sur l'aide d'un citoyen de Saint-Jovite avec qui il devient ami. Cet homme, qui vit en couple, héberge chez lui celui qu'il croit être Mario Dugré. C'est quelqu'un qui a réussi à survivre en étant apprécié des gens, en rendant des services, en ne facturant pas cher. Il y a une carte d'affaires DJ électronique qui montrait aux gens. Il y avait une certaine crédibilité. Il était bon, en plus. Il y avait presque rien qui n'était pas capable de réparer dans le domaine de l'électronique. Pendant près de 2 ans, Kindler joue au chat et à la souris avec les policiers. Mais à l'été 1988, l'étau se resserre sur le fugitif américain. Un appel est entré à l'effet que Kindler demeurait dans la région de Saint-Faustin, au lac Carré. Personne ne soupçonne que derrière son sourire de tombeur se cache un dangereux criminel. Même la conjointe de son protecteur tombe sous son charme. Ils emménagent ensemble. Les policiers se relaient pour épier la maison où Kindler aurait été vu. Mais le fugitif ne donne aucun signe de vie. Au bout de quelques jours, n'ayant toujours pas vu la moindre trace de Kindler, les policiers décident d'en avoir le cœur net. Ils vont cogner à la porte de la résidence. La manœuvre est risquée, car Kindler est peut-être armé. La tension est à son comble. On ne savait pas s'il était armé ou pas. Puis vu de la façon qu'il avait commis le meurtre, on s'attendait qu'il défendrait sa peau, il ne se laisserait pas prendre facilement. Les policiers cognent à la porte et restent aux aguets. Une femme ouvre finalement aux policiers. Cette dernière nous dit qu'une journée qui était à regarder à l'extérieur, il a vu passer un véhicule avec 2 personnes à bord, 2 hommes, qui ont été revirés au bout du rang, puis qui est revenu. À ce moment-là, tout de suite dans sa tête, c'était des policiers. Il a ramassé ses affaires, puis il est parti. Une fois de plus, Kindler échappe de justesse aux policiers qui le pourchassent depuis des mois. C'est le genre d'individu qui était très suspicieux. Aussitôt qu'il voyait quelque chose qui n'était pas normal, tout de suite, il n'attendait pas. Il s'est maintenant écoulé près de 4 ans depuis sa première évasion du pénitencier de Philadelphie. 4 ans durant lesquels il réussit à confondre tout le monde. C'est sûr que lorsqu'on disait à quelqu'un que John Kindler, c'était un tueur qui s'était évadé, là, on disait ça se peut pas, c'est un gentil monsieur intelligent. Il ne pouvait pas croire que
cette personne-là avait tué, puis surtout la façon que ça s'était fait, tu sais, prémédité, le monde ne croyait pas ça. Ils disaient, ça se fait pas, c'est impossible. On attendait d'avoir un appel du public et on n'a plus d'autres contacts. Ça a fini là pour nous autres dans le moment, là. Kindler décide de mettre plus de 1000 km de distance entre lui et les policiers de la SQ. Il s'établit à Saint-Jean, une ville de 70 000 habitants au Nouveau-Brunswick. Cette fois-là, il va s'appeler Vernon Roberto Cordato. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'imagination. Il est allé puiser dans différentes cultures pour se faire des identités différentes chaque fois. Toujours aussi habile manipulateur, Joseph John Kindler réussit à se faire engager comme homme à tout faire dans un commerce de location d'outils de Saint-Jean. C'est quand même pas mal pour un fugitif. Il se retrouve au bureau fédéral d'emploi et se fait, avec un faux numéro d'assurance sociale, réussit à se faire placer dans une compagnie de location d'outils. Et là, encore une fois, est très apprécié. On trouve qu'il est débrouillard. C'est un homme qui est très habile de ses mains. On dirait qu'il trouve des solutions à tous les problèmes techniques. Pendant quelques semaines, Joseph John Kindler vaque à ses occupations sans être importuné. Mais un reportage diffusé à la télévision va tout changer. Là, maintenant, le FBI l'a mis sur la liste des 10 criminels les plus recherchés. 10 Most Wanted, la fameuse liste du FBI, et sur les 10 fugitifs sur lesquels la police fédérale américaine met le plus d'énergie, publicise le cas. Il y a la fameuse émission America's Most Wanted, qui est faite en collaboration, au fond, avec le FBI, qui a fait une émission sur Kindler, notamment en interviewant les proches de la victime, de celui qui l'a tué. Et cette émission-là, d'abord, a été diffusée en avril 88 aux États-Unis, donc n'a pas eu de répercussions au Canada. Mais début septembre 1988, elle est diffusée au Canada. Je venais de finir un quart de nuit, juste avant le congé de la fête du travail. Je suis rentré à la maison. Nous étions samedi, je crois. Nous avons reçu un appel et ma femme m'a réveillé en me disant qu'on me demandait au téléphone. J'ai tenté de me secouer un peu. L'individu au bout du fil est complètement paniqué. Il se présente comme un employé d'un commerce de location d'outils et dit avoir des informations capitales à transmettre aux policiers. L'homme m'a expliqué, en parlant à toute vitesse, que son ami et lui avaient reconnu un des fugitifs de l'émission America's Most Wanted, un certain John Joseph Kindler, qui aurait commis un meurtre à Philadelphie, aurait été condamné, puis se serait évadé du couloir de la mort. L'ami en question était un collègue de cet individu. John Wilcox se rend chez son informateur. Il rencontre deux hommes qui semblent en proie à une angoisse insurmontable. Ils étaient terrifiés à l'idée de retourner au travail le mardi, au retour de la fête du travail. Ils étaient convaincus que Kindler se douterait de quelque chose, car ils n'arrivaient pas à maîtriser leurs émotions. Les policiers de Saint-Jean se réunissent d'urgence pour élaborer une stratégie. Mais avant de passer à l'action, ils s'informent sur Kindler auprès du FBI. Ce qu'ils apprennent sur le criminel donne froid dans le dos. Joseph John Kindler, un dangereux criminel américain qui a commis une double évasion, a été repéré par les policiers de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Alors que ces derniers planifient l'arrestation du fugitif, ils apprennent de leurs collègues du FBI la véritable identité de leur suspect. Le FBI m'a averti qu'il ne se laisserait pas prendre vivant, qu'il avait déjà tué quelqu'un et qu'il n'avait rien à perdre.
Ils nous ont suggéré de garder nos distances et de nous tenir prêts. S'il devait réagir de manière suspecte, nous n'aurions pas le choix de tirer. C'est tout un avertissement que le FBI vient de servir aux policiers de Saint-Jean. Avec ces informations en main, les policiers en viennent à la conclusion qu'il est trop risqué de procéder à l'arrestation de Kindler à son lieu de résidence. Nous savions qu'il habitait à l'extrémité nord de la ville, avec un couple plus âgé. Nous redoutions qu'il se barricade dans la maison. Nous ne voulions pas courir ce risque. Le couple de personnes âgées risquait d'être pris en otage et d'être blessé ou tué. Pour minimiser les dommages collatéraux, les policiers décident de procéder à son arrestation à son lieu de travail. Donc, la police, avec l'employeur, réussit à mettre sur pied un scénario où on s'arrange pour que Kindler ait porté de l'équipement à l'extérieur de l'édifice. Les policiers doivent obtenir la collaboration d'au moins un des employés du centre de location d'outils. C'est l'assistant gérant qui est désigné pour leur servir de complice. Nous avons échafaudé un scénario. Nous allions arriver dans un camion avec un rotoculteur ayant besoin de réparation. Et nous allions être vêtus de chemises de bûcheron et de casquettes. Nous avons demandé à l'assistant gérant s'il était à l'aise avec ce plan. Il n'aurait qu'à nous amener à l'arrière et à demander à Kindler d'effectuer la réparation. Nous nous occuperions du reste. Pour assurer un maximum de protection aux personnes impliquées dans cette opération, on déploie un dispositif policier important. M. Kindler transportait toujours un sac à dos avec lui. Nous suspections qu'il y transportait peut-être une arme, en plus de son repas. Il le déposait dans un casier verrouillé sur son lieu de travail. Il portait toujours des pantalons cargo et les grandes poches de chaque côté des jambes étaient toujours bombées. Nous supposions donc qu'il était armé. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Nous n'allions pas risquer qu'il retourne dans la communauté. D'une manière ou d'une autre, soit il allait en prison, soit il allait à la morgue. Il n'y avait pas d'autre option. C'était notre mot d'ordre. Le matin du 6 septembre 1988, plusieurs policiers participent à l'opération. John Wilcox et son partenaire se font passer pour des clients. Ils arrivent à bord d'un camion qu'ils stationnent près de la bâtisse. Le détective Victor Hawkins observe la scène de sa camionnette stationnée sur le côté de la rue. Plusieurs policiers, dont des tireurs d'élite, sont dissimulés aux alentours. Un autre policier se faisant passer pour un client se trouve aussi à l'intérieur du commerce. Au moment convenu, l'agent Wilcox et son confrère entrent dans le commerce et commencent à discuter avec l'assistant gérant. Celui-ci a visiblement les nerfs à fleur de peau. Les policiers craignent le pire. Son comportement pourrait mener à la catastrophe. Le plan était de faire sortir Kindler du garage et de l'amener au rotoculteur. L'assistant gérant lui a donc demandé de s'occuper de nous. Le problème, c'est qu'il parlait à une vitesse incroyable. J'ai donc dû intervenir. Je me suis mis à parler de ce rotoculteur et des problèmes que j'avais eus. Je lui ai demandé de sortir cette machine de mon camion. Il m'a répondu « oui, sans problème ». Le détective Hawkins et ses hommes sont en embuscade autour du commerce. Ce sera difficile pour Kindler de leur échapper.
Je devais arriver dans le camion anti-émeute qui contient de l'équipement pour ce genre d'opération et le garer de l'autre côté de la rue, devant l'entrée principale, pour être face à M. Kindler quand il se dirigerait vers le camion. Un autre agent civil devait se garer devant la bâtisse. Son rôle était d'entrer dans le magasin et de prétendre vouloir acheter ou louer de l'équipement. Quand M. Kindler arriverait à l'arrière du camion, l'agent devait sortir de la bâtisse pour indiquer au gérant de verrouiller la porte du garage et la porte avant. Au grand soulagement de l'assistant gérant, Joseph John Kindler accepte de suivre les deux faux clients à l'extérieur. Discrètement, l'assistant gérant verrouille la porte du commerce derrière eux. Nous sommes sortis de la bâtisse et il nous a devancés. Nous lui avons dit que la machine était dans le camion et que celui-ci était débarré. Il a donc mis les mains sur les poignées arrière du coffre. Nous avions décidé que ce serait notre signal. Nous devions alors lui dire qu'il était en état d'arrestation. J'ai crié « Kindler, police de St. John, vous êtes en état d'arrestation. » Il a baissé la tête 1 ou 2 secondes, puis il a relâché les poignets. Je lui ai dit de se coucher au sol immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Il s'est tourné vers nous de biais. Nous avons reculé d'environ 3 pas pour nous distancer un peu. Il se tenait là, de côté, presque en position de combat. Il nous regardait et il n'obéissait pas. Tout le monde retient son souffle. Les policiers savent qu'ils ont devant eux un homme téméraire et qui n'a rien à perdre. Le 6 septembre 1988, les policiers de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick sont sur le point d'arrêter Joseph John Kindler, un dangereux fugitif en cavale depuis 4 ans. Condamné à la peine de mort aux États-Unis, Kindler est prêt à tout pour ne pas retourner en prison. Quand nous avons reculé, il n'obéissait toujours pas. Comme nous l'avions prévu, l'équipe a réagi dès que je lui ai dit qu'il était en état d'arrestation. Kindler a entendu le bruit des armes tout près et a vu les tireurs s'approcher. Il a dû se rendre à l'évidence et comprendre qu'il était cerné. Encerclé de toutes parts, Joseph John Kindler lève les mains et s'agenouille au sol. Les policiers lui passent immédiatement les menottes. Je crois sincèrement que même si nous avions reculé de quelques pas, si les tireurs n'avaient pas été là, Kindler se serait débattu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il aurait tenté sa chance. Encore là, il use de son charme. On lui dit qu'il est arrêté parce qu'il est Joseph Kindler. Il dit que vous vous trompez. Là. Vraiment, je ne sais pas de qui vous parlez. Il a dit que son nom était Robert Vernon Cordato. Et il est resté très détendu, très calme. Ce qui était étonnant. Il était très convaincant. Il a réussi, jusqu'à un certain point, à me faire douter. Et je me suis demandé si nous tenions un innocent ou s'il s'agissait bel et bien de M. Kindler. L'individu arrêté est bel et bien Joseph John Kindler, auteur d'un meurtre sordide commis à Philadelphie et spécialiste des évasions. Après 4 ans de cavale, celui dont le nom figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés aux États-Unis est finalement arrêté. On a reçu un téléx de la police municipale de Saint-Jean
à l'effet qu'il détenait John Kindler, un individu que nous recherchions pour évasion sur mandat d'arrestation. On lui a dit de l'idée qu'on irait le chercher. Le rapatriement de Kindler au Québec doit se faire sous haute surveillance. Il n'est pas question que le meurtrier s'échappe une nouvelle fois. On l'a emmené en arrière de l'avion. Moi, je me suis à côté de lui, puis Marcel s'est assis à ma droite, je pense. Puis là, ils ont embarqué les passagers. À aucun moment donné, il a fait de gestes pouvant nous faire penser qu'il aurait voulu essayer de s'évader ou de calme. Puis avant d'arriver à Dorval, j'ai demandé au pilote